Des armes de longue portée pour l'Ukraine, va-t-on encore en donner? C'est la grande question. C'est la grande question qui évidemment a été posée lors de ce sommet hier dirigé par Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Ce sommet, vous savez, de la coalition des volontaires à Londres. Et il y a eu beaucoup de remous, de déclarations, mais on a retenu la plus importante qui est celle, à notre sens, de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lors du point presse à la fin du sommet sur ce sujet. On l'écoute. Nous menons notre propre campagne de pression à l'aide de drones et de missiles, en ciblant spécifiquement le secteur pétrolier russe. Ainsi, la capacité à longue portée renforce directement la diplomatie. Plus Poutine subit de pertes sur son propre territoire, moins il peut mener d'attaques sur le front et plus vite il acceptera une diplomatie significative. C'est pourquoi nous nous efforçons d'obtenir des missiles de croisière Tomahawk, des missiles Storm Shadow supplémentaires et d'autres capacités. Alors, que dire de ce commentaire, Nicolas Richoux? Zelensky a besoin de Tomahawk et d'autres missiles. En vérité, il n'en a pas tellement. Ah, il n'en a pas besoin. Non, pas énormément. C'est pas ce qu'il dit. Pas énormément besoin, parce qu'en fait, ils commencent à avoir une capacité autonome qu'ils sont en train de développer. Alors, on leur fournit. Il en demande tout de même. Oui, il en demande, parce que ça va le coupler. Ça couplerait effectivement, définitivement, les États-Unis avec l'Ukraine, si on fournit un vecteur stratégique comme celui-là. En revanche. Ah, vous voulez dire ça serait stratégique, donc c'est politique, plus politique, mais bien sûr, que militaire, plus politique que militaire. Pour lier de façon stable et pour le long terme les deux pays. Les deux pays, parce que le jour où les États-Unis livrent du Tomahawk, ils n'en prennent pas le chemin, ça voudra dire vraiment qu'ils auront choisi définitivement leur camp, parce que quand on commence à taper dans la profondeur sur le territoire russe avec des vecteurs américains, eh bien effectivement c'est un signal politique. En revanche, ils en ont 4000 des Tomahawk, ils peuvent pas en livrer 200. Donc ici on a 20, 30, voilà. Donc militairement c'est pas énorme. Et en revanche, ils développent leur missile à 3000 km, le Flamingo, et ils vont en faire 200 par mois d'ici la fin de l'année 2025. Alors, donc c'est énorme, et ils développent leur capacité autonome de missiles stratégiques. Pour compléter votre propos, je donne la parole à Ludmila Toteva qui hausse les yeux vers le ciel et me regarde en souriant. On vous écoute, Ludmila. C'est vrai que, la force politique de donner les Tomahawks à l'Ukraine, c'est de faire en sorte que les États-Unis restent avec l'Ukraine et n'essayent pas de changer leur position ou jouer cet intermédiaire, cette position que Trump il a choisie pour garder le statu quo dans ses relations avec la Russie. C'est vrai qu'on voudrait avoir ce type de gage de la part des États-Unis. Mais c'est aussi vrai qu'on ne peut pas juste continuer d'espérer qu'un jour les Tomahawks vont résoudre vraiment des problèmes sur le terrain, d'où l'importance de développement national au niveau de l'Ukraine, nos producteurs, nos industriels dans ce domaine-là. Oui, les Tomahawks, il nous faut les Tomahawks. Ah, quand même. On avait cru comprendre qu'il fallait des Tomahawks. De possible, le mieux. Enfin, je pense que l'armée ukrainienne dirait jamais non. La question aujourd'hui, c'est vraiment les frappes dans la profondeur, parce que ce dont on a parlé, c'est-à-dire les frappes contre les infrastructures stratégiques en Ukraine par les Russes, il pourrait être juste inhibé si l'Ukraine aurait pu taper dans la profondeur, et si on a les moyens plus importants que juste les Flamingos, ça pourrait être beaucoup mieux pour les civils ukrainiens. Cette réunion hier à Londres, il y avait en visio, tout le monde n'était pas là en présentiel, il y avait Emmanuel Macron, et voici ce qu'a dit Emmanuel Macron par rapport à la contribution de la France envers l'Ukraine. Nous devons également continuer à augmenter notre aide à l'Ukraine. Défense aérienne, armes longue portée, drones et systèmes anti-drones. Je veux confirmer à Volodymyr que nous lui livrerons dans les prochains jours des missiles Aster supplémentaires, de nouveaux programmes d'entraînement et des Mirages, et qu'avec certains de nos partenaires, nous étudions de nouvelles pistes. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur celles-ci qui sont une priorité absolue. Bon, Emmanuel Macron parlait en anglais, c'est pour ça qu'on a traduit, on a traduit en français. Il n'était pas à Londres, il était avec son équipe à Paris. Oui, Richard Verly. Donc la France se propose quand même d'envoyer des systèmes hamster.
Aster. Le hamster tourne dans la roue. Aster, effectivement, qui est un système franco-italien. Voilà, ça, je l'avais bien retenu. Et qui fait partie, si je ne me trompe pas, je parle aussi. Il y avait les Britanniques. Voilà. Et puis il y a aussi la question dont il parle de la défense antiaérienne. Et là, ça fait référence à ce système franco-italien, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Mamba. Et il y en a déjà plusieurs batteries qui sont présentes en Ukraine. Il y a une seule batterie, c'est une batterie et plusieurs lanceurs, mais voilà. Oui, d'accord. Oui, mais Aurélien Duchesne, pardon, non, je voulais juste te dire qu'Emmanuel Macron, il est dans le rôle qu'il s'est donné, c'est-à-dire il continue d'être en pointe du soutien militaire à l'Ukraine. La difficulté... Vous le trouvez en pointe ? Ouais, mais clairement, il prend les initiatives. Il a été le seul à dire on va vous approvisionner à nouveau avec des missiles. Personne d'autre ne l'a dit à cette réunion. Oui, hier il a été le seul. Par contre, la difficulté, je pense, et là je parle sous votre contrôle, c'est qu'il y a un problème de matériel et de stock en France. On va arriver à la limite de ce qu'on peut donner. C'est-à-dire, Général Richoux ou Aurélien Duchesne, on donne peu parce qu'on a peu, c'est cela, Aurélien ? Quand on prend l'état de nos stocks, je prends par exemple les missiles RR, donc pour les avions, on a 90 météores en stock, c'est absolument rien. Les Russes en ont des milliers, les Américains aussi. Deuxième chose, si nous, on voulait livrer par exemple les fameux missiles Scalp, les missiles longue portée, on peut en livrer peut-être une quarantaine de plus. On a redémarré la production de ces missiles Scalp en 2025. La dernière fois qu'on a arrêté de le faire, c'était à l'époque de la présidence Nicolas Sarkozy. C'était il y a 15 ans. Et on vient de la redémarrer maintenant, alors que ça fait 3 ans qu'on est en guerre et qu'on dit que nous, Français, on est en économie de guerre. La dernière chose enfin, c'est que quand on parle, Emmanuel Macron parle de livrer aussi de la défense anti-drone. Mais toute la défense anti-drone qu'on a, nous, elle peut nous servir pour protéger des aéroports ou les JO, par exemple, l'an dernier. Les Ukrainiens n'ont pas besoin de ce qu'on a parce que c'est inopérant par rapport à la menace qu'eux affrontent. Donc la France, obsolète, quoi. Au bout de 3 ans de guerre, qu'on redémarre à peine la production de missiles Scalp et qu'on n'est pas commandé, pour finir là-dessus, de nouvelles batteries de défense aérienne, alors que notre propre armée dit qu'on n'en a pas assez pour nous, il y a un moment, il faudra se réveiller. Je sais qu'on n'a plus beaucoup d'argent dans les caisses, mais il y a un moment, il faudra se réveiller peut-être. Justement, côté européen, c'est la France qui a, ces derniers jours, lancé les messages les plus clairs sur nos capacités à réagir face à cette menace russe, en la personne du chef d'état-major de l'armée de terre, Pierre Schill, qui était en commission face à l'Assemblée nationale. On l'écoute. L'année 2026 sera placée sous le signe des coalitions, afin de faire un pas de plus dans la préparation des chocs et la démonstration de notre détermination. Nous nous tiendrons prêts à déployer des forces dans le cadre de garanties de sécurité, le cas échéant, au profit de l'Ukraine. Nicolas Richoux, le général Schill avait parlé déjà de choc. Oui. Donc c'est un mot très important. Là, on a l'impression que l'état-major français des armées veut nous réveiller, veut préparer les opinions publiques. Oui, il veut nous réveiller et puis il montre qu'il y a beaucoup de travail parce qu'on vient de très très loin en matière budgétaire au cours des 30 dernières années. Et on remarquera que son propos, il est couplé avec ce que dit Fabien Mandon, le chef de vous me coupez l'herbe sous le pied, justement. Voilà, les deux disent la même chose. Fabien Mandon dit qu'il faut se préparer à un conflit dans les 2-4 années, etc. Ça ne veut pas dire qu'on aura un conflit. Moi, on se préparait à la guerre contre les soviétiques et c'est bien parce qu'on n'était pas trop mal préparé que cette guerre, on n'a jamais eu à la faire. Mais ça veut dire que la menace, effectivement, aujourd'hui, fait que nos appareils militaires, adaptés à des guerres, je dirais, des conflits outre-mer, de faible intensité, aujourd'hui, doivent se redévelopper pour la haute intensité et notamment les stocks. Puisqu'on parlait de stock, très important. Je regardais, on fabrique les Aster, pour vous dire, on fabrique entre 80 et 100 par an. Alors, je vais autant vous dire qu'on ne va pas leur en donner 10 000. Voilà. Oui, alors le chef d'état-major Fabien Mandon, effectivement, lors de cette même commission devant l'Assemblée nationale, est allé encore plus loin dans la clarté de son propos. On peut tous espérer que cette guerre s'arrête. Mais est-ce que ce sera la dernière fois ? En 2008, première attaque, Géorgie. En 2014, attaque en Ukraine, la Crimée. En 2022, nouvelle attaque. Je ne peux pas penser que ce sera la dernière. Je l'espère. Mais en tout cas, faire le pari que c'était la dernière fois et que ça n'arrivera plus sur notre continent, je pense que c'est refuser de voir une partie du risque qui pèse sur nos sociétés. Là, on a quand même, Aurélien Duchesne, une parole qui est extrêmement limpide. Moi, je ne l'ai jamais entendue aussi limpide que cela. C'est-à-dire, c'est une parole répétée qui dit bien que ça n'est pas la dernière fois et qu'il faut se préparer, il faut être déjà prêt.
Oui, et la nouveauté est vraiment dans l'appréhension du risque. Quand vous regardez, par exemple, le livre blanc de 2008, qui fixe donc les besoins des armées, celui de 2013 ou encore la revue stratégique de 2017, à chaque fois, l'idée qu'on aurait potentiellement un conflit contre la Russie est extrêmement faible. C'est pour ça qu'on a baissé tous les budgets aussi. Oui. On disait c'était impossible ou presque à imaginer. En 2022 encore, quand le président Macron met la revue stratégique à jour, l'idée d'un conflit contre la Russie paraît un peu moins improbable, mais toujours presque absurde. Là, les temps ont changé. Le chef d'état-major des armées, c'est un peu une révolution de comparer ce que lui dit à ce qu'on entendait il y a 10 ans. Oui, mais justement, général Richoux, vous étiez en fonction à l'époque. Oui. Est-ce que c'était considéré comme normal, justement, de ne pas de considérer que la Russie n'était pas une menace? Ah ben il y a 10-15 ans, oui, très honnêtement. Moi, j'ai participé à ce qu'on appelait les comités d'anticipation stratégique au sein de l'état-major des armées, c'est-à-dire que tous les mois ou tous les 2 mois, je me souviens plus, très régulièrement, on faisait le tour de la planète et on regardait les crises, les foyers chrysogènes, et on disait c'est dangereux, probabilité, etc. Donc alors sur la Russie, vous disiez quoi? On passait, mais sur la Russie, dans les années 90, on disait pas grand-chose. On était omnibulé à cette époque-là par l'Afghanistan, on était beaucoup plus encore engagé en Afrique, et honnêtement, alors quand on passait en Amérique du Sud, on y passait 10 minutes, parce qu'il se passait rien pour nous, un peu plus en Extrême-Orient, parce qu'on y a beaucoup de possessions, et puis la Russie nous passait pour un État qui était un spoiler state, comme on appelle ça, c'est-à-dire un État qui permet de générer de l'entropie au niveau international, mais qui n'est pas excessivement dangereux parce qu'ils étaient engloués à faire autre chose. Oui, mais enfin, général Richoux. 2014. Oui, mais alors, est-ce que vous pouvez considérer, vous et d'autres personnes de l'armée, que vous êtes trompés? Pas à l'époque. Chaque époque a son. Ah voilà. Ah, oui, donc vous dites non, Aurélien Duchesne dit oui. Chaque époque a son. On avait des priorités. Mais vous auriez pu appréhender ce qui se passe, l'analyser, essayer de comprendre. Moi, quand je vous dis ça, c'était entre 2005 et 2010. Donc la Russie, entre 2005 et 2010, ne représentait pas une menace à l'époque. Ça dépend pour qui. Voilà. Donc, et puis, on avait des budgets limités, donc on se concentrait sur les foyers chrysogènes dans lesquels on était impliqué. Là, on était carrément en Afghanistan, on était encore beaucoup en Afrique, il se passait beaucoup de choses. Et donc, effectivement, la Russie n'était pas la priorité. Et regardez les livres blancs, et la Russie n'était pas la priorité. Aurélien, un mot, et puis Sylvie Bermann. Après, autant la France s'était montrée plus lucide que la plupart de nos voisins sur beaucoup d'enjeux stratégiques, à commencer par le besoin d'autonomie par rapport aux Américains, autant sur la Russie. Vous regardez ce que disent, par exemple, les Polonais dès 1993, ils disent il y a un danger russe. Pourquoi? Je ne prends que cet exemple, parce qu'il y a déjà des revendications en Russie de la part du vice-président Alexandre Routskoï sur des territoires ukrainiens ou estoniens, une tentative de référendum pour annexer la ville estonienne de Narva à la Russie, et la guerre de Transnistrie en Moldavie soutenue par la Russie. Donc dès les années 90-2000, vous avez des pays d'Europe centrale et orientale qui disent la Russie est un danger, et en France et en Allemagne, on dit c'est de la propagande américaine, on veut nous faire peur, c'est pour vendre des F-16 à l'époque. La Russie n'est pas une menace. On s'est planté, eux ont raison. Sylvie Bermann. La Russie est devenue une menace en 2014, essentiellement. Donc on peut comprendre qu'elle n'ait pas été perçue. Quelles années vous étiez ambassadeur en Russie? Moi, de 2017 à fin 2019, à une période où les relations, en plus, avec le président de la République étaient plutôt bonnes. Alors il y a eu des affaires. Mais la Russie était déjà quand même plutôt. Il y avait déjà eu. Il y avait 2014. L'annexion de la Crimée, mais je dois dire que c'est un sujet dont on ne parlait pas beaucoup. Et la réalité, c'est que les Occidentaux, et la France comprise, s'intéressaient davantage à la situation en Syrie et au rôle qu'on pouvait jouer en Syrie qu'à l'Ukraine. Mais je voulais dire autre chose, c'est que quelques mois après le début de la guerre, le président de la République avait dit, en réponse, je crois, à un journaliste, on n'est pas du tout dans la même situation que l'Ukraine, parce qu'on est une puissance nucléaire. Et donc, à l'époque, on croyait à la dissuasion nucléaire dans pratiquement toutes les circonstances, et personne ne parlait de dissuasion conventionnelle. Or, le constat aujourd'hui, c'est qu'on a autant besoin de l'un et de l'autre. De l'un et de l'autre. Et c'est ça qui a changé aussi. Mais vous pensez, Sylvie Bermann, que la dissuasion nucléaire fait moins son effet? Oui.
parce que on le voit là, ça a permis sans doute à la Russie d'attaquer l'Ukraine, mais en même temps, ça n'a pas empêché l'Ukraine d'intervenir en Russie, c'est-à-dire dans un pays nucléaire. Donc tout ça se passe sous le seuil nucléaire, et heureusement, normalement, ça devrait rester ainsi. Mais en conséquence, on a besoin de cette dissuasion conventionnelle. On peut aussi prendre un peu de distance, j'entends bien tous les arguments, et contextualiser ce qu'a dit à la fois le chef d'état-major de l'armée de terre et le chef d'état-major des armées. De facto, l'armée française a besoin de s'équiper, les chiffres qu'on a donnés sur les missiles le prouvent, il y a besoin d'augmenter ce budget dans un contexte budgétaire qu'on sait très difficile. Je voudrais pas dire qu'on instrumentalise la menace russe, mais au fond c'est quand même un peu ça. L'état-major s'appuie sur la menace russe de manière forte pour obtenir ce qu'il veut. Voilà, prenons quand même un peu de distance. Est-ce que tout ça correspond à des schémas, à une anticipation avec des plans ou des informations, ou est-ce que c'est plutôt une manière parce que c'est le moment, il faut s'équiper, et la menace russe est l'argument quasiment imparable. Alors je vais dire quelque chose de très provoquant, Nicolas Richaud, vous allez répondre, c'est que en quelque sorte, grâce à la guerre en Ukraine, eh bien, les budgets militaires français et autres sont en train d'augmenter. Voilà, maintenant vous pouvez éclater. Je vais vous répondre. Non, pas du tout. Et c'est à cause de 1991, de la chute de l'Union soviétique, que les budgets se sont écroulés. Quand on n'a plus d'ennemis, il est difficile de défendre les budgets de la défense. Et ce que vous dites est tout à fait exact. Mais en même temps, on planifie. Ne vous y trompez pas. C'est-à-dire que les plans de défense existent. Et vous pensez vraiment qu'il y a des plans de défense ou une possible attaque russe à 2 ou à 4 ans? Les plans de défense orientaux existent au niveau de l'OTAN, mais ils existent de longue date. Bien sûr. Ils sont mis à jour, ils existent depuis l'époque de l'Union soviétique. Et au niveau français? Mais au niveau français, on n'agit qu'au sein de l'OTAN. On s'inclut dans les plans de l'OTAN. Alors il faut bien savoir ça. Donc effectivement, ces plans existent, ils sont mis à jour, et donc forcément, on est à un moment donné, quand la menace devient plus probante, obligé d'adapter l'appareil militaire à l'intensité de la menace telle qu'on la perçoit. Bon, Sylvie Berman, vous êtes dubitative. Non, mais les plans existent, c'est vrai. Oui. En revanche, les moyens n'existent pas. Non, et le secrétaire général de l'OTAN l'a dit, et pour autant que je me souvienne, le chef d'état-major des armées également. C'est-à-dire qu'on était faible, y compris au niveau européen. Bien entendu, parce qu'on a baissé écoutez, même l'Italie, qui était la grande copine avec M. Trump, dépensait jusqu'à peu entre 1,3 et 1,4 de son PIB, quand même, pour la défense de son PIB. C'est quand même pas énorme. Il y a des pays qui dépensaient jusqu'à 1%. Nous, on est descendu à 1,70. Bon, Nicolas Richaud, est-ce que vous auriez préféré... Pardon, je vais faire un peu de fiction. Est-ce que vous auriez préféré faire votre carrière d'active, finalement, maintenant, au moment où les budgets augmentent et où la Russie est une menace? Écoutez, moi j'ai été dans une armée où je n'ai vu que des budgets qui descendaient. Par contre, j'ai été une génération gâtée en matière d'opération, puisque j'étais en opération en Afrique, dans les Balkans, en Afghanistan, des choses que ne font plus les soldats aujourd'hui. Et donc l'aguerrissement était bien meilleur de mon temps qu'aujourd'hui. Ah d'accord. Bien sûr, aujourd'hui... Il y avait plus d'OPEX, d'opérations extérieures. Moi, quand j'ai commandé mon régiment, et mon régiment était éclaté, mon régiment, 1000 hommes, était éclaté un peu partout, et il restait à peu près 80-100 personnes au régiment. J'avais des troupes, moi j'étais en Afghanistan, j'avais des troupes au Liban, j'avais des troupes en Côte d'Ivoire, j'avais des troupes en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc le régiment était vide, et on vivait comme ça. Tout le temps. Alors, c'était à flux tendu, mais l'intérêt du métier pour un officier était absolument extraordinaire. Voilà. Donc, en revanche, on faisait ça avec quand même pas mal de clopinettes. Oui, enfin, j'ai jamais